Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Gems, journaliste au Journal du Net, un média qui traite le sujet de la transformation numérique depuis 20 ans déjà, et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout le temps de cet après-midi dédié au sujet de la transformation numérique des entreprises et de leur accompagnement. Mais on va commencer sans tarder par une première keynote de la secrétaire d'État au ministre de l'économie et des finances Agnès Pannier-Runacher, qui sera suivie d'un débat avec des chefs d'entreprise et une représentante du secteur bancaire. Tout de suite, la keynote. Madame la ministre, je vous invite à me rejoindre sur scène. Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui pour parler transformation numérique. Transformation numérique, c'est un enjeu auquel nous sommes très attachés au gouvernement parce que dans le moment que nous traversons en termes de transformation de business model, que ce soit dans les services ou dans l'industrie, on voit bien qu'on doit mettre un coup d'accélérateur et que, vous le savez, nous avons fait énormément de travail. Alors, c'est jamais peut-être suffisant, mais on a fait beaucoup de travail pour améliorer la compétitivité de notre pays, faire en sorte que sa fiscalité du capital soit plus orientée vers les entreprises, permette ou retrouve un niveau de taxation qui soit grosso modo proche de celui de nos concurrents directs européens, qu'on est en train de baisser l'impôt sur les sociétés, qu'on protège le crédit impôt recherche parce qu'on sait toute la force qu'il a apportée à notre économie. Vous savez également qu'on a réformé le marché du travail. Tout ça, ce sont des mesures de compétitivité. C'est très bien. Ça a produit ses résultats. On observe quand même une baisse du chômage à des niveaux qu'on n'a pas eu depuis 10 ans. On observe, ce qui est peut-être plus intéressant, un taux d'emploi qui est le plus élevé depuis 40 ans, parce qu'on n'a pas tout à fait non plus la même démographie que nos voisins. Donc c'est très bien, et ça se traduit aussi par une amélioration de l'attractivité de la France, que ce soit vu des investisseurs étrangers. Nous sommes aujourd'hui le premier pays à accueillir des projets d'investissement dans l'industrie et dans les centres de R&D. Et dans les centres de R&D, c'est même assez fascinant parce qu'on arrive à avoir plus de projets que l'Allemagne et le Royaume-Uni réunis. Donc tout ça, ce sont des indicateurs ouverts, mais il faut aller plus loin. Et dans aller plus loin, c'est saisir l'opportunité que nous donne l'économie numérique ou les instruments du numérique, les technologies du numérique, pour gagner en compétitivité dans un pays qui reste malgré tout un pays, on va dire, un modèle social et environnemental ambitieux et donc avec un niveau de coût qui est plus élevé que des pays low cost. J'enfonce une porte ouverte. Et cette transformation numérique, elle est aussi source de risque. On le voit à certaines annonces, c'est-à-dire que le numérique, c'est une capacité aussi à très vite capter des clients, les monétiser et laisser sur place des entreprises qui ont construit patiemment leur investissement, qui ont développé les compétences de leurs salariés et qui tout d'un coup se trouvent intermédiés par un acteur du numérique qui a compris quel était le grain de sable qui était dans l'expérience client et qui monnaie ça très bien. Et ça, pour des entreprises qui historiquement se sont concentrées sur produire ou servir bien et s'assurer de la qualité de ses investissements et de ses salariés, c'est un peu compliqué à vivre. Et lorsqu'on recule d'un pas, on s'aperçoit que la France est en retard. Elle est en retard si on prend l'industrie, parce que là, on a des données, on va dire, mesurables. On a 19 robots pour 1000 salariés en France. Il y en a 34 en Allemagne. Après tout, on pourrait dire c'est l'Allemagne. Ils ont toujours été très industriels. L'automobile est plus robotisée que d'autres industries. Très bien. Il y en a 20 en Italie. Donc, on est en retard. Et si on regarde aussi la maturité des entreprises telles qu'elles sont déclarées, et on parlait de l'enquête que vous aviez menée auprès de 20 000 entreprises, on voit que ce niveau de maturité peut s'améliorer et surtout qu'on a une partie des entreprises, et en particulier des PME, qui sont encore très réservées sur la façon de s'engager dans la numérisation de leur business model. Alors, on le comprend, parce que ça n'a rien de simple. Et en même temps, l'enjeu
que nous portons aujourd'hui, et c'est un enjeu qu'on doit très largement partager avec des fédérations ou des confédérations comme le MEDEF, c'est-à-dire des regroupements d'entreprises, c'est comment faire en sorte de donner envie de s'engager dans ces transformations-là en faisant la démonstration que ce sont des transformations qui apportent de la part de marché, apportent de la satisfaction client, permet d'être plus agile et de développer plus rapidement soit des produits, soit des services. Et puis, c'est comment on s'y prend, très simplement. Alors, le premier élément pour combler ce retard, c'est d'abord d'avoir un réseau de qualité. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même un sujet d'infrastructure majeur. Et nous l'avons pris de manière très sérieuse parce que là aussi, si on regarde la situation dans laquelle on était en 2016-2017, on est en moyenne par rapport à l'Europe, pas si en avance que ça. Et ce sont des investissements à déployer. Donc ce que nous faisons sur la 4G avec le New Mobile qui vise à donner de la 4G à 99,5% de la population et pas de la 4G une barre sur le smartphone, mais de la 4G de bonne qualité qui permet effectivement de recevoir et d'envoyer de la data, et pas seulement de parler au téléphone avec un petit peu de désagrément parfois. C'est notre objectif, de même que ce que nous faisons sur le plan très haut débit, avec deux objectifs, un haut débit de qualité avant fin 2020 et un très haut débit avant fin 2022. Plan très haut débit, pour vous donner une idée de l'équipement qui est déployé, en 2 ans, nous avons fait autant de déploiements qu'en 5 ans, les 5 années qui ont précédé. Et aujourd'hui, ce qui nous freine dans le très haut débit, mais ça ne va pas vous surprendre, c'est le recrutement des compétences. Il faut recruter 6000 techniciens pour monter sur les pylônes, et c'est à la fois une fonction technique et puis une fonction un petit peu manuelle. Et ces 6000 techniciens, ils ne sont pas si faciles à recruter que ça, de même que vous avez probablement des difficultés de recrutement, comme 80% des entreprises. Donc ça, c'est la première étape, que vous puissiez travailler avec des infrastructures qui fonctionnent. Et c'est ce que nous voulons aussi faire sur la 5G. On est très conscient sur la 5G que c'est un élément de compétitivité du pays. Très conscient. On se permet de prendre un petit peu de distance par rapport au discours ambiant qui essaye de faire passer de la 5G, qui en réalité est de la 4G+, pour de la 5G. Comme vous le savez, la 5G, elle n'existe pas aujourd'hui puisque le développement dit standalone, il est pour 2021-2022. Donc il n'y a pas de pays qui peuvent prétendre fonctionner en réalité complètement sous la 5G, même dans les déploiements commerciaux qui sont faits. En revanche, il faut être armé au moment où la 5G se déploiera, et c'est ce que nous faisons. Et dans le calendrier que nous avons arrêté avec l'Union européenne, et à la fin de cette année, il y aura des opérateurs qui auront accès et qui auront répondu à un appel d'offres sur les fréquences. Et il y a des équipementiers qui sont l'arme au pied pour déployer. Donc tout ça avance. Et moi, mon sujet sur la 5G, c'est pas la question de l'infrastructure, pour être honnête, parce qu'on a aussi une ambition de couverture du territoire, mais de couverture de clusters, et ça peut aller dans le monde rural. En revanche, il faut que ce soit avec des usages qui soient adaptés à la 5G. Mon sujet, c'est d'avoir des vrais business models qui fonctionnent avec la 5G, puisque la 5G permet de traiter énormément de data dans un temps très court et d'avoir finalement la pleine utilisation de l'intelligence artificielle en temps réel. Très bien. Mais donc ça doit se voir dans une façon d'exploiter de la logistique, des usines, des infrastructures où beaucoup de robots interviennent en même temps, par exemple des robots médicaux, des robots chirurgicaux, pour que ce soit effectif. Si c'est de la 4G+, c'est pas de la 5G, c'est pas le même business model, et les opérateurs n'auront pas la même facilité à le vendre à leurs clients. Et sur ce sujet-là, là encore, les PME et les entreprises de taille intermédiaire doivent s'engager parce qu'il faut tester. Vous avez des bacs à sable 5G qui existent en France en ce moment, ouverts par les opérateurs que vous connaissez, les 4 opérateurs. Il faut aller tester, il faut aller réfléchir à comment la 5G peut changer votre business model. Donc, c'est les aspects infrastructure. Et puis, pour combler ce retard, nous avons 2 plans d'accompagnement des entreprises. Un plan qui est destiné plutôt aux TPE, PME, plutôt dans le secteur des services,
autour de France Num, qui a été lancé par l'État et les régions et qui cherche à sensibiliser les entreprises au numérique, à développer des tutoriels, à développer la formation et le financement en matière de numérisation. Ça fédère aujourd'hui 1600 acteurs de la transformation numérique sur tout le territoire, des consultants, des partenaires institutionnels, développeurs qui sont mobilisés pour accompagner ces PME, avec des financements spécifiques également. Alors 2 exemples, pour être concret. Eh bien, grâce à France Num, un salon de coiffure de Saint-Étienne a mis en œuvre une solution numérique pour optimiser sa gestion, de la gestion du stock à la prise de rendez-vous. Voilà, c'est assez... ça paraît périmétré, mais c'est un usage du numérique. Et ça lui a permis de doubler son chiffre d'affaires en moins d'1 an et d'embaucher des nouveaux collaborateurs. Donc c'est assez matériel comme retour sur investissement. Autre exemple, à Lyon, un horloger de la Croix-Rouge, qui est le premier au monde à utiliser la modélisation en 3D pour réaliser ses œuvres. Et ce nouvel usage a permis la création d'un nouvel emploi pour une TPE, donc pour elle c'est beaucoup, et le lancement prochain d'une formation destinée aux autres entrepreneurs du secteur de l'horlogerie. Donc c'est très concret. C'est des projets à taille humaine, mais c'est des projets qui intéressent les PME. Il nous paraît important de vous signaler l'existence de ce dispositif, tant on sait aujourd'hui que pour réussir la transformation numérique, il faut être accompagné et bien accompagné. La deuxième chose, c'est en lien avec l'industrie. Et là, le sujet de l'industrie, c'est un sujet de rattraper aujourd'hui le retard que nous avons pris en termes de production industrielle. Vous savez que l'Allemagne a 23% de son PIB qui est grosso modo industriel. La France est à 11%. On a perdu 1 million d'emplois entre 2000 et 2017. Alors, on pourrait dire une partie de ces emplois sont partis en fait dans les services aux industries, donc ce n'est pas exactement 1 million, mais enfin, à la fin de la journée, on a 2 fois moins d'industrie que l'Allemagne. Et la situation aujourd'hui qui est permise par les usines ou l'industrie 4.0, c'est une situation où vous pouvez être un pays à coût élevé, et néanmoins, si vous avez des ingénieurs créatifs et des équipes de qualité, vous êtes en situation d'être ultra compétitif par rapport à des clients qui ont des besoins de développement rapide, de petites séries et de prototypage. Et donc, ça redonne de manière très opportuniste à la France une capacité à redévelopper l'industrie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous créons pour la première fois de l'emploi en France et de l'emploi industriel en 2017, en 2018, en 2019, c'est notamment parce que la robotisation, les machines à fabrication additive, les machines à commande numérique nous ont donné ce supplément de compétitivité. Et pour vous donner un peu une notion, mais vous connaissez certainement ce chiffre, numériser de A à Z une entreprise industrielle, c'est un gain potentiel de coût de 30%, de compétitivité de l'ordre de 30%. Donc il y a bien un avant et un après lorsqu'on fait cet exercice-là. Simplement, il faut le faire bien, il faut le faire avec l'assurance d'être suivi par ses clients, et puis il faut le financer, ce qui est toujours un peu angoissant. Et puis c'est une prise de risque, comme toutes les prises de risque. Et lorsqu'on n'a pas les compétences soi-même et dans ses équipes pour le faire, il faut aller recruter les bonnes compétences. C'est pour ces raisons que nous avons mis en place 3 choses. La première chose, c'est des diagnostics numériques pour les PME, qu'on étend un peu aux ETI, même si c'est pas... Hein, parce qu'il nous semble que les ETI, c'est très bien. Ces diagnostics numériques, ils ont vocation à poser le problème et faire des recommandations. La deuxième chose que nous faisons, c'est que nous avons mis en place un dispositif de suramortissement qui permet de préfinancer une partie des investissements. Donc ça diminue le coût de l'investissement pour le chef d'entreprise. Et la troisième chose, parce que nous sommes très conscients de ce problème de compétences, nous travaillons aussi à un dispositif de volontaire territorial en entreprise qui seraient des jeunes diplômés ou des étudiants qui terminent leur étude, à qui on propose de partir 1 an auprès d'un chef d'entreprise, de PME ou d'entreprise de taille intermédiaire, avec l'objectif d'apporter sa fraîcheur et sa maîtrise des process numériques, à charge pour lui d'apprendre auprès d'un chef d'entreprise ce que c'est qu'être entrepreneur, ce que c'est de piloter une entreprise, de voir s'il est fait pour ce métier ou pas, de voir s'il a envie de continuer dans l'entreprise en question et peut-être pour une succession future, ou de
gagner beaucoup d'employabilité parce que ce type de profil dans un grand groupe, ils sont extrêmement précieux parce que c'est des gens qui sont allés sur le terrain, ils savent comment tourne une entreprise, ils ont nécessairement travaillé avec des opérateurs. Donc, il y a une vraie... c'est un vrai dispositif gagnant-gagnant. Et ce dispositif de volontaire territorial en entreprise, donc vous avez compris que c'est un écho évidemment au volontaire international en entreprise, au VIE, il se déploiera à partir de septembre prochain. Donc on est en train de recueillir les offres des PME qui ont des besoins. On veut que ce soit de belles offres, c'est-à-dire de vrais projets de transformation de leur entreprise, et qu'il y a un vrai lien qui se fasse entre le chef d'entreprise ou son numéro 2, en tout cas un membre du COMEX, et le jeune qui arrive, parce qu'il y a cette notion de transmission qui est importante. Mais effectivement, si vous êtes intéressé, je le signale, c'est BPI France qui le pilote. Tout ça pour dire que on est extrêmement motivé, et c'est un des enjeux du pacte productif, pour savoir comment on est capable d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, qu'on y voit énormément d'opportunités pour les entreprises, qu'on n'est pas naïf et qu'on y voit aussi un certain nombre de risques si ces transformations ne sont pas faites, et que je crois que les mois qui viennent devant nous, c'est comment on travaille ensemble pour faire en sorte, au travers de clubs French Fab, sur le territoire, avec le BDEF, avec ces PME, etc., de faire en sorte que cette transformation, elle passe du concept à la réalisation. Et évidemment, cela s'accompagne d'un programme dédié aux compétences du numérique, parce qu'il n'aura échappé à personne qu'on en manque un peu, et qu'en plus, quand on en a de bonnes, elles ont tendance à être recrutées par d'autres, y compris à l'international. Donc on peut se flatter d'avoir de très bonnes écoles de formation. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est combien de personnes en plus on est capable de former ou de transformer, c'est-à-dire de reconvertir. Et il y a probablement un enjeu d'ailleurs, compte tenu des métiers qui vont disparaître avec le développement de l'intelligence artificielle, d'anticiper ça, parce que vous avez des cadres plutôt bien formés, plutôt bon analytique, rigoureux, capables de gérer du process et de répondre à des problématiques qui pourraient, modulo des formations adaptées, devenir de très bons cadres dans la gestion de la cybersécurité ou dans la gestion des problématiques, enfin, des sujets numériques, pas des problèmes, des sujets, des solutions numériques, et que plutôt que d'attendre 10 ans qu'elles soient inemployables, on peut se poser la question d'anticiper et leur redonner une employabilité pour les 20 ans qui viennent et encore plus. Voilà, je vous remercie.